Donc nous accueillons Gabriel Plassa. Alors Gabriel, il est d'usage de dire à juste titre que la passion est un moteur. Dans votre cas, l'affirmation tient du palindrome. La passion est votre moteur, mais le moteur est aussi votre passion. Vous creusez depuis longtemps tous les sujets ayant rapport avec les mutations, l'innovation et le futur dans le domaine des mobilités et des transports de marchandises à l'ADEME. Vous êtes aussi expert auprès de la Commission européenne sur les technologies pour véhicules propres, les systèmes de transport urbain innovants. Vous intervenez pour l'agence européenne Trans-European Transport Networks. Vous intervenez aussi pour l'ANSES, pour les techniques de l'ingénieur. Et enfin, comme si ce n'était pas assez, vous êtes chargé de cours à l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, à l'École nationale des ponts et chaussées, à l'École nationale supérieure des pétroles et des moteurs. Donc mobilité, transport, déplacement individuel et collectif, autant de sujets dont vous allez nous faire découvrir l'intérêt et les nouveaux visages aujourd'hui. Gabriel, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc vous allez deviner, on va parler de transport. Alors d'abord, cette première image donc, a été prise par un drone lors d'un tour de France, réalisé par Jérôme Zindi, qui est dans ce petit véhicule, qui est ici. Donc ce n'est pas un véhicule sérieux, puisque le truc sérieux, c'est l'automobile. Et donc on va parler de ces véhicules qui ne sont pas sérieux et qui ont fait l'objet d'un programme que j'ai lancé il y a à peu près 3 ans. On a fait un bilan la semaine dernière, donc voilà, vous avez l'occasion d'avoir une partie des résultats de ce programme. Alors je rappelle par un petit constat sur le secteur des transports, donc des trucs pas drôles au début, hein, mais qui sont quand même importants d'avoir en tête. Donc le secteur des transports, c'est le premier secteur. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, premier secteur également pour la consommation en termes de pétrole, avec une dépendance très forte du secteur des transports au pétrole. Le coût des importations, c'est à peu près 80 à 100 millions d'euros par jour, notre facture quotidienne. Et puis des données sur les véhicules. Donc en fait, les vrais véhicules électriques, c'est les vélos. Il y en a 4 millions aujourd'hui en France. Les voitures, il y en a 1,6 million. On a un parc de 40 millions, donc vous avez à peu près 4 millions de voitures anciennes à critères 4 et 5, donc des voitures relativement anciennes, et puis des voitures qui ont augmenté en masse, beaucoup, qui ont augmenté en prix, ce qui fait, voilà un chiffre qui est assez récent, qui est intéressant, 26% des ventes aujourd'hui sont des voitures de plus de 16 ans. Donc tous ces éléments font dire que l'offre qu'on a aujourd'hui répond pas tout à fait aux besoins exprimés. Et aujourd'hui, la production en France est inférieure à 1 million de véhicules avec une chute de 45% par rapport à 2019. 15 millions des Français sont en situation de précarité énergétique en matière de mobilité. Et pour les ménages les plus modestes, donc 3 millions de ménages, 1,8 million de voitures, ça consomme 20% de leurs revenus. Donc ces chiffres, voilà, 3 millions de voitures très anciennes, 2 millions pour les ménages les plus précaires. Également, les flottes. Donc vous avez 60% des entreprises, des collectivités et aussi des administrations qui ne respectent pas la loi, la LOM, qui dit que dans une flotte de plus de 100 véhicules, il doit y avoir des véhicules verts. Et ça, c'est à peu près 1,4 million de véhicules. Donc 1,4, 1,8, voilà, vous avez 2-3 millions de véhicules qu'il faudrait urgemment remplacer. Donc de ce constat, on lance un programme sur 3 ans qui s'appelle l'Extrême Défi et on invite des acteurs à développer une collection d'objets roulants, je n'ai pas utilisé le mot voiture, d'objets roulants, capables de transporter 1, 2 ou 3 personnes, 10 fois moins cher que l'automobile, 10 fois plus simple, 10 fois plus durable, 10 fois plus efficace, 10 fois plus léger. Dans la durabilité, on sous-entend des véhicules à durée de vie infinie, donc démontables, remontables, réparables, reconfigurables. Et on a quelque part ce qu'on vient d'écouter juste avant sur la résilience, des véhicules beaucoup plus résilients et de plus en plus qu'on pourra produire et réparer en France. Et on fait ça voilà, avec une approche globale, une approche systémique, comme ça a été évoqué juste avant. Et donc, on a regardé tous les sujets en même temps, l'industrialisation, expérimentation des véhicules, aménagement du territoire, marketing, communication
évolution réglementaire, un travail avec les écoles, enseignement supérieur, lycée professionnel, donc pour faire le lien avec les formations, les compétences, l'emploi, aide à l'achat, solutions de financement et donc une animation de cet écosystème en compétition, donc un mélange de compétition et de collaboration. Donc là, si on peut mettre la petite vidéo, ça va donner des exemples très concrets. Donc cette vidéo, c'est le teaser d'un film de 56 minutes que vous pouvez tous organiser dans votre entreprise ou le projeter au cinéma, c'est gratuit. Comme je suis une frileuse, là je n'ai pas froid. Comme je suis une frileuse, c'est hyper instinctif, ça pourrait évidemment remplacer ma voiture. comme je suis une frileuse, là je n'ai pas froid. Ils sont une solution concrète aujourd'hui. Et quand les gens vraiment s'en emparent, les testent, c'est comme ça que ça commence. Je suis ravie, puisque sans cette solution, je serais passée à côté d'un vrai contrat de travail. C'est une grande fierté d'économiser des tonnes de CO2, puis d'être pionnier, de permettre à ces véhicules de se développer, il faut les tester. J'aime bien quand c'est le Louis-Cycle. Il n'y a jamais eu autant d'intergénérationnalité que depuis qu'il y a le Louis-Cycle. Là, on a dépassé les 22 000 km avec. On s'en sert pour notre usage courant et même aussi pour les vacances. L'idée ici, c'est d'assembler cette année quelques centaines de véhicules, puis plusieurs milliers avec les créations d'emplois jusqu'à monter en cadence. La consommation de ce genre de véhicule intermédiaire est de 10 à 15 fois moins qu'une petite voiture électrique. On a des citoyens qui se disent je vais pas attendre et je vais faire moi-même. On apprend énormément de choses, on se met en réseau et ça permet d'aller beaucoup plus loin. C'était assez rafraîchissant d'amener son cerveau à se détacher justement de ce qu'on voit dans les médias ou dans la publicité automobile. On a toutes les têtes qui se tournent en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On a vraiment l'impression d'être des pionniers et d'inventer le futur. Ça souffle très très fort, et des trompes d'eau, et là je trouve que c'est des conditions parfaites pour vous dire si le véhicule est adapté pour circuler toute l'année, quelle que soit la météo. Aujourd'hui, je suis très heureux de prouver qu'on peut continuer à rêver, à voyager, à se déplacer, à être libre, et tout ça sans avoir besoin d'une voiture, sans besoin d'avoir une automobile. C'est la nouvelle aventure mobile. Merci. Vous avez deux véhicules qui sont dehors, dont le Vélio là, qui a été montré, qui est un véhicule qui est porté par une association en open source. Donc, parmi les constructeurs, vous avez soit du tissu associatif jusqu'à des grosses PME type équipementier automobile qui cherchent à se diversifier, et puis des nouveaux constructeurs qui arrivent pour proposer des véhicules. Quand j'écoutais la présentation sur ITER, je me suis dit c'est le strict opposé en fait. Alors, les deux sont probablement à regarder. C'est disponible maintenant, économique, distribué. C'est-à-dire que l'objectif, c'est absolument pas de concentrer, mais c'est de distribuer les technologies et les capacités de production. Et la grosse différence, c'est la demande, les usages. C'est-à-dire que dans ITER, nous, on ne change pas, c'est ITER qui change, c'est la production qui change. Là, les usages, les personnes doivent un petit peu changer, parce que ces véhicules, vous avez bien vu, ce n'est pas des voitures, pas tout à fait des voitures. Donc c'est différent. Je ne sais pas si c'est en opposition, je ne pense pas, il faut les deux, mais en tous les cas, c'est rigoureusement l'inverse. En complément de cette approche donc, sur l'offre et sur les véhicules, on a aujourd'hui des expérimentations dans tous ces territoires en France. Vous avez un site et puis vous avez un QR code si vous voulez regarder les véhicules qui sont expérimentés. On a des labos en sciences humaines et sociales, des sociologues, des ethnologues qui regardent pourquoi des gens changent facilement vers ces véhicules, pourquoi à l'inverse des gens sont réfractaires, quelles sont les conditions qu'il faut rassembler pour aider au changement.
Et donc tout ça pour aussi permettre d'itérer plus vite sur le véhicule, l'usage et les conditions d'utilisation de ce véhicule. Donc on a tout un tas de campagnes, les différents véhicules là, qui sont expérimentés. Vous avez des véhicules actifs, donc comme on a vu dans le film, certains en pédale, d'autres en pédale pas. Lien aussi avec ce qu'on a vu juste avant sur la santé. Ça passe tout seul. Voilà, une grosse partie de la sédentarité, en tous les cas, le fait qu'on puisse pédaler sur un véhicule, c'est aussi intéressant. Il se développe des véhicules avec des systèmes de pédalage radicalement nouveaux, donc il n'y a plus de chaîne. Vous pédalez pour générer du courant. Donc vous pouvez être à plusieurs dans un véhicule pour pédaler. Et vous allez avoir dans les prochains mois là, des véhicules qui vont rouler à 120 km/h dans lesquels les gens vont pédaler. Et apporter une partie de l'énergie, 10-20%. Une autre partie viendra de la batterie. Comprenez aussi que sur ces véhicules, la quantité de batterie est 10 fois plus faible, la quantité d'acier est 10 fois plus faible. Et comme ils sont très simples, on va regarder pour avoir des systèmes de production distribués. Donc les véhicules seraient livrés en pièces détachées chez des garagistes ou dans des services techniques pour être assemblés localement. Et donc s'ils sont assemblables localement, ils peuvent être réparés, reconditionnés. Et donc on va à l'inverse d'un système d'usine centralisée dans une économie mondialisée, mais plutôt d'avoir certains équipements qui sont produits à grand volume, les moteurs, les batteries, et puis des systèmes d'assemblage distribués. Pendant le programme, on a eu beaucoup d'actions pour faire connaître l'intérêt de ces véhicules. Donc vous reconnaissez Jamy, là, donc on a eu une émission Le Monde de Jamy dans laquelle on parle des véhicules intermédiaires. Il y a eu des magazines comme Science et Vie. On a eu la chance d'aller au Musée des Arts et Métiers pour exposer ces véhicules avec une mise en abîme un petit peu avec l'ancêtre, les premiers avions juste derrière, qui utilisaient d'ailleurs des matériaux et des techniques relativement simples et similaires, hein, du bois pour la plupart, et puis du tissu. Il y a beaucoup de véhicules intermédiaires qui utilisent du bois, des tissus pour la carrosserie. Donc, et même on revient aussi sur une séparation entre le châssis et puis l'habitacle. On va avoir aujourd'hui des châssis motorisés qui vont être disponibles, et puis d'autres acteurs qui vont faire des habitacles. Et on revient en fait à l'origine de l'histoire automobile avec des carrossiers et des fabricants de châssis. Et l'objectif, c'est d'avoir des châssis électriques à 3 000 € et des habitacles qui pourront être cette fois-ci complètement dépendants des contextes, de vos usages, voire même on pourra changer d'habitacle en 1 heure en fonction du besoin et passer du transport de personnes à transport de marchandises, par exemple, sur ces véhicules. Alors le bilan, donc on a des véhicules qui sont extrêmement économiques. Le journaliste, donc, il a fait 4000 km, ça a coûté 30 € d'électricité. On est à moins d'1 € 100 km. Très faible externalité négative, c'est des véhicules où il y a très peu de masse, ils font 100, 150 kg, 400 kg pour les plus lourds. Des bénéfices pour la santé. Le point de vue de l'espace public, ça consomme très peu d'espace public, ça endommage très peu les routes. Petit détail, il y a des collectivités aujourd'hui qui n'ont plus assez d'argent pour entretenir le réseau routier. Et le réseau routier français est à peu près le double de l'Allemagne. Donc on a là une capacité de réallouer de la voirie et de l'espace public sur des véhicules que j'appelle à faible énergie cinétique, vélo électrique et véhicules intermédiaires. Et également avoir des économies sur donc, les coûts d'entretien de la voirie. Emploi, avec une idée forte qui est de la dépendance. On réduit la dépendance en divisant par 10 la consommation d'énergie, on sort du pétrole. Et les estimations qu'on a, c'est qu'on peut sortir du pétrole assez, on va dire dans les 10 ans, on pourrait avoir un parc de 3 millions de véhicules intermédiaires. Ça fait 400 000 par an. 3 millions, c'est 10% du parc. On remplace 10% du parc. Donc vous avez vu la facture qu'on a aujourd'hui tous les jours, hein, 100 millions d'euros de facture de pétrole. Et ça, c'est faisable tout de suite maintenant. On a les technologies. Il suffit d'accompagner les changements d'usage. Et bien sûr, avec ça, on est indépendant aussi, mis à part les cellules qui sont aujourd'hui produites en Chine et difficilement concurrenciables. À part la cellule, on peut tout faire en Europe. Là, vous avez
pour illustrer les écarts entre une citadine thermique électrique et puis les véhicules intermédiaires en termes d'émissions de gaz à effet de serre à l'usage et à la production. Donc on a des véhicules qui sont à haute performance environnementale et extrêmement réparables. Voilà, vous avez donc un site, si vous voulez, pour le film. Vous pouvez vous inscrire et on vous envoie le lien pour télécharger le film. Le film, il dure 1 heure. Ça, c'était au dernier salon à Laval. On organise un salon tous les ans. Donc, vous avez une image des... Donc, effectivement, ce n'est pas très sérieux, tout ça. Et puis, si vous voulez rejoindre, et on est en train de monter un projet européen, parce que, fatalement, il faut travailler ça à l'échelle européenne. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, merci.